Je voulais évidemment remercier nos différents partenaires. Je vais les citer. Isère Attractivité, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, la CAPI, BPI France, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, la CCI de Savoie, Ecomédia et EDF qui se mobilisent à nos côtés tous les jours pour sécuriser, baliser, développer les projets d'innovation et de réseau. Sans plus attendre, et vous êtes là pour quelque chose qui est bien plus important, c'est cette conférence. Mais je vais le redire, tiens-moi ça 2 secondes s'il te plaît. Parce que je suis un super mannequin, donc c'est important de le... Yes. On n'a pas trouvé de mannequin plus... Bah voilà, j'ai plein d'adjectifs qui passent en tête. Mais aujourd'hui, je suis 100% habillé en français, un t-shirt Cocorico, un jean 1083, des baskets EVI, les fondateurs sont dans la salle aussi, des chaussettes, le slip français, et le reste, croyez-moi sur parole. Donc aujourd'hui, on va parler d'innovation, effectivement, on va parler d'entreprise aussi, et puis nos 2 intervenants du jour sont des passionnés passionnants, donc ça va être une belle intervention. Donc je remercie Paul-Henri Mathieu, je vais retirer peut-être son palmarès, attends, où est-ce que j'ai écrit ça? Non, tu t'en occupes. Et puis Thomas Uriez, fondateur de 1083. Quelques chiffres concernant la journée de l'innovation. La journée de l'innovation en 20 ans, c'est 2800 heures d'échanges et de rencontres, c'est 5000 rendez-vous planifiés, 2000 projets d'entreprise accompagnés, et c'est une formidable creuset de conseils, de réseaux, d'expériences, concentrés sur une seule journée, donc hautement productif. Donc voilà, sans plus attendre, je te redonne la parole Philippe, et puis ensuite on lance. Merci beaucoup. Merci, Président. Président mannequin. Ouais, le Made in France est à l'honneur et on va continuer sur la thématique, je pense. En tout cas, bravo pour l'effort d'être raccord avec la thématique du jour. Ça n'est pas un effort. Hein, on s'y colle tous. Hein. Bon, parfait. Waouh. Alors chaque année, quand on fait le lancement de la conférence, moi je vous dis toujours bravo et merci d'être venus si nombreux. Mais alors là, cette année, vous avez fait fort, donc ça fait chaud au cœur et on espère que vous avez déjà bien commencé à profiter de la journée, que vous avez commencé à faire des belles rencontres. Ce n'est que le début, soyez prêts pour la suite. 20 ans de la journée de l'innovation, il fallait marquer le coup. Et donc, ce n'est pas une tête d'affiche, mais 2 têtes d'affiche que l'on reçoit. Et quelle tête d'affiche? Des personnalités haut en couleur qui portent des convictions pleines de sens. C'est tout à fait les gens qu'on a envie d'entendre sur une journée comme celle-là. 18 ans de présence sur le circuit ATP, 12e place au classement mondial, vainqueur de 4 tournois majeurs, capitaine de Coupe Davis, capitaine de l'équipe de France aux Jeux Olympiques et entrepreneur. Merci d'accueillir Paul-Henri Mathieu. Merci. Alors, études et début de carrière dans l'informatique. Là, c'est possible, ça. C'est possible. Fondateur de la marque 1083, administrateur du label Origine France Garantie, et également de l'éco-organisme Refashion, auteur de livres, on en parlera, et apôtre du fabriqué en France. Merci d'accueillir Thomas Uriez. Bon, avant de passer au vif du sujet, peut-être juste, tu peux nous dire un mot sur la raison de votre présence aujourd'hui, si l'un d'entre vous veut commencer. Bon, on nous a gentiment invités. Ça joue. C'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir échanger sur nos passions aussi respectives. Moi, ça me change un petit peu parce que j'ai l'habitude de parler en général de tennis et de sport. Et aujourd'hui, on va aussi parler de mode responsable. Et on va vous expliquer aussi, je vais vous expliquer pourquoi on a créé la marque de sport donc responsable et entièrement fabriquée en France qui s'appelle Franjeu et ma rencontre avec Thomas. Un mot, Thomas, c'est la raison. Eh bien, moi, j'ai l'habitude de parler d'entrepreneuriat et je ne saurais pas trop quoi dire en sport, donc je vais m'en tenir à l'entrepreneuriat. C'est impeccable, c'est impeccable. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, comment s'est créé 1083 ? Comment ça s'est passé, l'idée, pourquoi, comment ? En fait, moi, donc, j'étais informaticien, j'ai exercé à Grenoble, je suis originaire de Vorep, donc je suis isérois. J'ai exercé 4 ans comme responsable informatique à Grenoble,
Et en fait, ça m'a ennuyé quand j'ai réalisé qu'on vivait tous 8 heures par jour pendant moins 40 ans au travail. J'ai eu besoin de donner du sens à ce temps-là dans une vie. Ça fait beaucoup de minutes, beaucoup d'heures, beaucoup de jours, beaucoup de mois d'une vie consacrée à son travail. Et depuis tout petit, je voulais vivre à Romans parce que j'étais très attaché à la maison de mes grands-parents, qui se trouvait située en face de Marc Avenue, un grand centre de magasins d'usine que vous connaissez peut-être. Et donc j'ai transformé une maison de famille en magasin pour vivre à Romans et pour donner du sens à mon temps de travail. J'ai commencé par ouvrir une boutique de vêtements bioéquitables qui s'appelait Mode Éthique en face de Marc Avenue. C'était en 2007, donc ça fait 17 ans que je suis à Romans. Donc pendant 6 ans, j'étais simple commerçant. Je vendais des vêtements bioéquitables qui étaient très engagés dans le fond, mais pas très désirables dans la forme. Ces 6 années entre 2007 et 2013 m'ont permis d'apprendre le commerce, la mode, m'ont permis d'aimer, d'adorer la mode. Et puis en 2011-2012, mes fournisseurs ont fermé. En fait, les marques de mode éthique qui vendaient des vêtements très éthiques, mais pas très désirables, au fil des mois, se sont éteintes. Et moi, j'étais un peu partagé entre la frustration de voir ces marques ne pas réussir, fermer, et leur filière tomber avec elles, et la confiance de voir qu'en réalité, sur le fond, tout le monde est pour les vêtements éthiques. Et en vrai, quand on est en responsabilité, on fait tous des choix raisonnables. Vous achetez pas peut-être vos légumes bio, vous n'êtes pas peut-être écolo, mais si vous mettez des tomates dans votre jardin, vous n'allez pas mettre des pesticides dessus parce que vous allez les manger. Donc en fait, dès qu'on est en responsabilité, on fait des choix écologiques. Et c'est pareil au niveau social. Si vous avez le choix entre mettre vos enfants à l'école ou à l'usine, vous allez les mettre à l'école parce que c'est vos enfants. Par contre, les enfants qui ont fabriqué vos vêtements, qui sont faits au bout du monde, ça on ne le voit pas, c'est loin de nous. Donc on n'est pas en mesure d'être responsable. Et donc, quand j'ai compris le lien entre la responsabilité et la proximité, j'ai compris qu'en fait, on n'était pas des êtres irresponsables, qu'on n'était juste pas en mesure de prendre nos responsabilités quand les conséquences des choix qu'on fait sont très loin de nous. Soit parce qu'elles sont loin en kilomètres, soit parce qu'elles sont loin dans le temps. Par exemple, le réchauffement climatique, ça fait 40 ans que les scientifiques disent que ça va arriver, et on ne les croyait pas trop, jusqu'à ce que ça arrive. Et là, maintenant qu'on le vit, c'est OK, on accepte de changer nos habitudes. Et donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit qu'il y avait un vrai potentiel à faire des vêtements produits de manière responsable. S'ils étaient fabriqués près de chez nous pour voir vivre les usines, un peu comme chez le vigneron, si vous aimez le vin, et en fait, la même bouteille de vin que vous achetez chez le vigneron, elle sera meilleure et elle vous paraîtra moins chère, au même prix, au même goût que si vous l'achetez au supermarché. Mais la rencontre avec le vigneron va vous engager, vous apporter plus d'émotions et donc augmenter la valeur perçue du vin. Et donc en fait, ça, je me suis dit, il faut concentrer tout ça dans un produit dont on se sent tous proches. Et je vous remercie parce que je vois plein de jeans, dont quelques 1083. Mais le jean, ça touche les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans, les gens de gauche, les gens de droite. C'est très fédérateur. Et donc mettre des idées universelles, quand on est en proximité, sur un produit fédérateur, universel, c'est ce qui m'a intéressé. Donc en 2013, j'ai calculé les distances qui séparent les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Si le président veut bien montrer ses fesses, puisque voilà, merci. Sur la poche arrière droite, il y a une diagonale qui symbolise les 1083 km, je te remercie, entre Menton et Porspoder. Et donc l'aventure a démarré par du financement participatif. On était 2 avec mon petit frère en 2013. On faisait 200 000 € de chiffre d'affaires à Romans. Aujourd'hui, on est une centaine dans l'équipe. On est sur 7 sites différents, dont 2 sites industriels, un dans les Vosges, un dans la Drôme. On fait 12 millions € de chiffre d'affaires. Voilà. Et c'est rien du tout. C'est x500 l'objectif original il y a 11 ans. Donc c'est quand même une croissance pas facile à contenir et à gérer. Mais le marché français, c'est 67 millions de jeans qu'on achète chaque année tous ensemble en France. Donc un par an et par personne. Et nous, on en vend 50 000 en 2013, en 2023. C'est dire le chemin qui reste à parcourir. Voilà. Bravo. Mais concrètement, comment on fait pour vendre un jean made in France avec les prix spécifiques au made in France? Et sur quoi repose le principe de la marque, le business model de 1083? Alors sur assez peu d'innovation en vrai, et sur simplement le fait de dépasser certaines croyances. Par exemple, à force de se répéter que le Made in France c'est cher, on finit par tous le croire et le répéter. On associe le niveau de prix d'un produit à un pays. On se dit Made in China c'est pas cher et Made in France c'est cher. Et à force de le répéter, on le croit. Mais vous voulez du gruyère râpé.
vous allez à Leclerc, à Carrefour ou que sais-je, vous verrez, donc c'est pas le temple de la vie chère quand même, c'est l'endroit où on achète l'alimentation la moins chère. Vous regarderez tous les cuillères râpés que vous verrez dans le supermarché, ils sont tous made in France. Il y a de l'entrée de gamme, du moyen de gamme et du haut de gamme. Donc ça montre que le made in France, quand il construit son industrie pour développer différentes gammes de marché, il sait le faire. Et vous regardez vos téléphones, donc on a parmi nous des Wiko à 100 € et des Apple à 1000 €. Les deux sont fabriqués en Chine. Donc dans les deux cas, à coût du travail égal, en fait, il n'y a pas les mêmes niveaux de gamme de prix. Et donc c'est un peu court de résumer le niveau de prix d'un produit fini à son lieu de fabrication. Et dans le jean, donc au tout début de 1083, ce qui m'a frappé, c'est que quand on regarde l'étiquette de prix d'un jean de marque ou autre, on est à 100, 150 € le jean. Quand on regarde l'étiquette de prix d'un jean de fast fashion, on est à 30 €. Donc on se dit, waouh, vous devez avoir une grosse différence entre ces deux jeans, parce que du coup, c'est vraiment pas le même prix. Et puis si on quitte l'étiquette de prix et qu'on va sur l'étiquette de composition de ces jeans, on s'aperçoit que ces deux jeans qu'on pensait si différents sont fabriqués avec les mêmes matières premières, coton, polyester et élastane, et dans les mêmes pays. Bangladesh, Vietnam, Pakistan, Turquie. Donc en fait, ce sont les mêmes produits, c'est simplement qu'on ne leur donne pas la même valeur. Et ça fait référence à un point qui est essentiel dans la mode, c'est que la mode, c'est pas, on n'est pas habillé, on ne s'habille pas pour ne pas être tout nu. Quand on était tous des femmes et des hommes préhistoriques, qu'on vivait dans des grottes, qu'on était poilus, on n'avait pas besoin physiologiquement de se vêtir. Mais parce qu'on avait déjà une conscience, on avait besoin de dire qui l'on est avec nos vêtements. Et en fait, la mode, c'est le premier média de nous-mêmes. Donc à l'origine, la mode a démarré par des bijoux, des tatouages, des tentures. Et ça fait qu'en fait, la principale motivation quand on achète un vêtement, c'est est-ce qu'on se sent bien dedans, est-ce qu'on se sent beau dedans. Et en fait, quand une marque, elle fait x10 entre son prix d'achat et son prix de vente, et qu'une enseigne de fast fashion ne fait que x3, la fast fashion, elle nous vend un prix, et la marque, elle nous vend une image. Et donc, quelque part, finalement, la marque la plus honnête, c'est presque celle de fast fashion, parce qu'on en a pour son argent. Ça, c'est si on croit qu'on achète un vêtement pour se vêtir. Maintenant, on achète une image. Et donc, quelque part, c'est normal qu'on ait besoin d'acheter un produit qui est rempli d'une belle image pour se sentir beau et bien avec. Et donc, nous, on a simplement repris le positionnement prix de l'époque. On s'est dit, on va vendre des jeans à 100, 130, 150 €, comme par contre, on va utiliser le même modèle de distribution que la fast fashion, c'est-à-dire les circuits courts, avec peu d'intermédiaires. Il se trouve que c'est aussi le business model de la grande distrib. On vend en direct. Enfin, on est la marque et le distributeur en même temps. Et c'est le même business model que l'agriculteur qui va sur le marché vendre ses produits en direct. Donc en fait, les circuits courts, en termes de peu d'intermédiaires de distribution, ça donne beaucoup de compétitivité au Made in France, à la condition de remplir son produit aussi de cette image qu'on a besoin en tant que consommateur pour accepter de mettre 100 ou 150 € dans un jean. Et nous, cette image, on n'a pas les moyens de le dépenser en marketing. Parce que du coup, on est en marge courte, donc en fait, on ne peut pas. Par contre, si on fait des usines qu'elles sont proches de chez vous, que vous pouvez les visiter, là, c'est comme le vigneron. Vous allez du coup venir nous voir sur les réseaux sociaux, en vrai à Romans ou dans les Vosges ou que sais-je. Et en fait, vous allez tellement comprendre qu'un vêtement, ça ne pousse pas sur un arbre, que c'est compliqué, que c'est plein de savoir-faire, que c'est plein d'apprentissage, que ce jean va prendre de la valeur pour vous et que du coup, ça va faire sens et vous allez vous sentir bien de mettre 130 € dans un jean Made in France qui sera au même prix que le jean. Et en fait, c'est ça le défi. Mais comme on n'a pas la marge pour faire beaucoup de pubs, et au lieu d'artificialiser ça avec une grosse campagne de pub, une levée de fonds, etc., ce qui permettait de grandir vite, nous, on n'a pas trop d'autre choix que de grandir à l'échelle de notre capacité à reconstruire la filière. Et donc, c'est au fur et à mesure qu'on grandit. Le Made in France représentait 0% en 2013. Aujourd'hui, c'est 0,15% du jean Made in France. C'est rien du tout. Mais peut-être dans 10 ans, ce sera 1%. Et ça représentera des dizaines de milliers d'emplois du coup, juste avec 1%. Et ça ne fait que croître. C'est la tendance. Merci. On va reparler d'industrie, de business model par la suite. Paul-Henri, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors, on s'est rencontrés avec Thomas de façon complètement par hasard. Moi, j'ai fini ma carrière en 2017 et j'ai j'ai participé à un tournoi exhibition à Romans-sur-Isère et j'étais sur le point de rentrer sur Paris. Et là, je croise Thomas
qui était avec sa fille, qui pensait qui a emmené sa fille à un match de hand, qui pensait que c'était l'entraînement de hand, qui savait pas qu'il y avait le tournoi de tennis. Et il m'a accosté, il a commencé à me présenter 1083. Et moi, j'ai dû rentrer rapidement. J'ai dit, si tu veux, on peut se rappeler, on se recontacte. Et on s'est rappelé. Je suis redescendu à Romans-sur-Isère quelques semaines après pour que Thomas me présente 1083. Et comme vous avez pu le voir, j'ai été pris par le discours. Et on voit Thomas qui est passionné, qui est passionnant par ce qu'il dégageait et les valeurs qu'il pouvait véhiculer. Et à la fin de la journée, je lui dis, mais pourquoi tu ne crées pas une marque de vêtements de sport avec les mêmes valeurs? Et en fait, ça a été le point de départ. Il m'a dit, mais pourquoi on ne la ferait pas ensemble? Voilà, c'était le point de départ, notre rencontre. Et ça a pris du temps avant de lancer, parce que là, on parle de fin 2017 et on est en 2024. Mais il faut savoir être patient sur des projets comme ça qui sont aussi engageants et persévérants. Et on est content enfin d'avoir pu lancer. C'est top. C'est top. Et puis, moi, il y a une notion que j'adore, c'est le hasard dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Ça s'appelle la sérendipité. Ça y est, je l'ai placé à nouveau. Mais ouais, comme quoi, ça illustre, les projets, ils naissent parce qu'il y a des rencontres. Et la notion de hasard, elle rentre en ligne de compte. Un peu plus d'informations sur le projet Franjeu. Le principe, le positionnement, l'image de marque, elle repose sur quoi? Au tout début, en fait, quand on a voulu créer Franjeu, alors déjà il fallait trouver un nom. Quand on s'est associé avec Thomas, c'est toujours plus difficile de se mettre d'accord sur un nom. Donc ça a pris pas mal de mois. Et ensuite, moi je connaissais rien du tout au milieu du textile. Donc j'ai dit à Thomas, je vais essayer de découvrir, voir comment un t-shirt se fabrique. Moi, je pensais que j'allais aller dans une usine et que 2 jours après, j'avais que je donnais mon modèle, que j'allais avoir quasiment le même modèle, que ce soit un short, un t-shirt ou un survêtement ou autre chose. Et je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça, qu'il y avait beaucoup d'intermédiaires. Que d'abord, il y avait le fil, ensuite il y avait le tissage, ensuite la confection, ensuite l'emballage. Donc, et tout ça, donc bien évidemment fait en France, et beaucoup d'usines n'avaient pas forcément effectivement de site internet, donc c'était beaucoup de bouche à oreille. Donc j'ai pris la voiture, je suis allé un petit peu rencontrer d'abord les usines qui pouvaient concevoir des produits sportifs, parce qu'au tout départ aussi, ce que j'aimais dire, c'est qu'au départ on voulait investir de 10 produits, et je me suis aussi rendu compte rapidement que finalement chaque produit c'était un projet différent. Voilà, ça demandait beaucoup d'implication et que chaque usine ne pouvait pas concevoir tous les produits. Donc on a réduit un petit peu le vestiaire. On s'est fait aider par une agence pour développer des prototypes. Donc ça a pris plusieurs mois, même quelques années. Ensuite, le Covid est passé par là. Ça a été un petit peu freiné. On avait les prototypes quasiment prêts au bout de 3 ans, je dirais peut-être. Et jusqu'au jour où on a rencontré, où Thomas connaissait Christian Schmitt, qui a Riorges, Rouen, non, j'ai un doute, qui est l'usine Enitex, qui confectionne pour nous, qui s'était muni de machines en seamless. Donc c'est des machines en seamless qui confectionnent sans couture. Donc c'est assez reconnu dans le sport. Il y en a un petit peu dans tous les pays, mais c'était les premiers à recevoir et à avoir ces machines en France. Et on s'est dit, ça peut être intéressant de lancer Franjeu avec cette technologie-là, parce qu'on serait les premiers à avoir des produits en seamless. Donc nous voilà repartis à zéro. À zéro. Donc on a grandi un petit peu avec eux dans la conception des produits. Parce qu'encore une fois, moi je pensais qu'ils avaient les machines, on savait exactement ce qu'on voulait, que les t-shirts ils allaient sortir rapidement, brassières et leggings, parce que c'est les autres produits qu'on propose aussi. Et maintenant, il y a encore un temps de développement et ça a pris plusieurs mois. Le t-shirt, quasiment 2 ans, jour pour jour. Donc nous voilà repartis et voilà, nous voilà enfin lancés depuis quelques mois. Donc comme 1083, on a procédé à un financement participatif justement pour avoir de la trésorerie pour pouvoir lancer notre première commande auprès de Enitex.
C'était un long chemin, un peu un chemin de parcours du combattant, un petit peu ce qu'on peut connaître aussi dans le milieu du sport, donc il y a beaucoup de similitudes. Mais c'est intéressant et c'est engageant et je suis content d'avoir pu aller au bout du projet aussi parce qu'on s'est dit qu'avec, je me suis dit moi personnellement qui n'était pas vraiment sensible à ce monde responsable, qu'en créant une marque de sport responsable, c'est aussi une porte d'entrée un peu dans cette éco-responsabilité. Suite à ma rencontre avec Thomas, j'ai dû le dire auparavant, en discutant que j'ai aussi changé mon mode de consommation. Je consomme aujourd'hui différemment, j'achète moins de vêtements, beaucoup de seconde main, ou quand j'achète quelque chose, c'est que j'achète aussi les valeurs que la marque dégage. Donc je suis content aujourd'hui de pouvoir proposer ça à travers Franjeu et on s'est dit que c'était une porte d'entrée vraiment intéressante pour entrer dans cet écosystème. C'est top. Tu en as parlé, tu t'es investi personnellement pour comprendre comment tout ça pouvait se fabriquer. Tu as visité énormément d'entreprises. Est-ce que tu peux nous donner ton regard sur cet univers-là qui était sans doute nouveau pour toi? Et puis, quels enseignements tu as pu en tirer? Thomas, tu peux compléter aussi peut-être? Oui, Thomas, je pense qu'il sera plus à même de pouvoir en parler. Mais en fait, j'ai été surpris aussi par le manque de communication entre les usines. Là, souvent, ça m'est arrivé d'aller dans des usines et qui ne pouvaient pas concevoir ou nous aider. Je dis, mais essayez de m'orienter vers d'autres usines. Et c'est vrai qu'il y avait souvent un blanc. Effectivement, ils ne savaient pas trop vers qui m'orienter. Donc, c'était un petit peu désabusant un petit peu au départ parce que il fallait trouver un petit peu par nous-mêmes. Mais ce qui était intéressant aussi pour moi, c'était de comprendre pourquoi aussi le coût d'un produit Made in France avait un certain coût, que c'était plus cher que d'autres produits. Et c'est comme je l'ai expliqué auparavant, c'est quand j'ai vu effectivement toutes les étapes pour arriver au produit final, c'est là où j'ai compris que ça avait un certain coût, que c'était un coût normal. Et que les vêtements qu'on voit dans les magasins, dans le dos de magasins, effectivement, où c'était des coûts vraiment très très bas, où je me suis dit, oui, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et ça a été effectivement le point de départ, en tout cas mon point de départ personnel dans ma manière de consommer. Thomas, pour compléter la notion de savoir-faire, il y a quand même des choses très spécifiques, en particulier dans le textile. Qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? Qu'est-ce qui existe? Est-ce qu'il faut réactiver des filières? Est-ce qu'il faut réactiver des savoir-faire? Comment ça se passe? Alors c'est vrai que le vêtement a ceci de magique que c'est quelque chose qui nous touche tous et c'est notre image. Donc en fait, c'est proche de tout le monde. Et c'est pas pour rien que quand vous avez souvent des scandales à la télé ou des reportages, on parle toujours du textile, parce qu'en fait, ça nous touche tous. C'est très émotionnel, comme je le disais au début. Et la filière française, il y a 100 ans, on produisait 40% du textile mondial. Et là, aujourd'hui, on produit quasi plus rien. Donc en fait, on est traumatisé. Notre filière textile, elle est traumatisée de l'opulence qu'elle incarnait avant et de tout ce qu'on a perdu aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a parmi les acteurs de la filière textile des gens qui sont épuisés, usés par des décennies. C'est des entrepreneurs qui, pendant des décennies, ont tout fait pour perdurer, mais sur 40 ans, ils sont passés peut-être de 300 à 20 personnes. Et donc, pendant des années, vous gérez que de la décroissance, des gens qui partent, etc. C'est usant, quoi. À côté de ça, il y a des gens qui se sont mobilisés. Il y a eu un moment fort dans la filière textile, c'est le Covid. Parce qu'en fait, on a tous souffert de ne plus être capable de fabriquer un carré avec 2 élastiques. Ça a montré à tous à quel point on devenait incapable, à force de ne plus consacrer d'énergie à développer notre capacité à satisfaire nos propres besoins. Et ça a redonné de la fierté à la filière textile qui se dit « Ah ben tiens, les gens voient qu'on sert à quelque chose ». Donc ça a fait une bascule dans le bon sens, mais qui a très vite été un peu happé par le problème géopolitique, le coût de l'énergie, qui là met en souffrance un peu tout le monde. Après, moi, c'est en 2013 que j'ai commencé à ne plus être que commerçant et donc à voir le monde industriel tel qu'il est. Et comme j'étais enfant quand l'industrie textile a fermé comme ça, j'ai jamais vu l'industrie textile comme dure émotionnellement comme le voient un peu nos aînés.
Moi, je me sens plutôt chanceux de repartir avec des savoir-faire un peu existants. L'entrepreneur qui a créé le piano pliable, bonne chance pour trouver une filière du piano pliable. Il n'y a rien. Donc en fait, il a dû faire tout seul. Nous, on n'a pas eu à faire tout seul, parce qu'en fait, il y avait encore des bribes de savoir-faire qu'il a fallu recomposer, mais au moins, il y avait un existant. Donc ça, c'est quelque chose... Donc on l'a toujours vécu de manière... avec une énergie positive, et il en faut parce que c'est dur. Il y a 8 étapes pour faire un jean, entre la culture du coton, la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, la coupe, la confection, le délavage. Dans chacune de ces 8 étapes, il y a 3 à 4 savoir-faire différents. Donc voilà, c'est tentaculaire. Pour autant, une fois qu'on a capté et qu'on a compris à quel point ça fait sens, il y a plein de choses qui sont encourageantes. Si on regarde en effet l'image des métiers ouvriers, elle est mauvaise à cause de nous. Quand vous appelez tout le monde dans une usine opérateur et que du coup vous ne mettez pas en lumière la différence des savoir-faire entre les gens de votre équipe parce qu'ils ont tous le même nom, vous ne pouvez pas vous étonner que vous peinez à recruter. Quand vous avez un ministère de l'enseignement supérieur qui consacre de supérieur les métiers intellectuels, ce qui est terrible pour les métiers non intellectuels, tout ça, ça fait mal à nos métiers manuels. Pour autant, quand vous voyez les loisirs créatifs exploser, vous vous dites qu'il y a un avenir pour la couture. Exactement comme vous dites que les émissions de télé qui valorisent la cuisine montrent qu'en fait ce savoir-faire est respecté si on respecte les mains quelque part. Et donc c'est ça le défi qu'on a à porter. Nous on le fait d'autant plus facilement que quand on fait visiter des ateliers, les gens oublient qu'ils disent à leurs enfants que couturière c'est pas un métier d'avenir et se laissent émerveiller par le savoir-faire. Donc en fait nous c'est à ça qu'on se raccroche. Et la couche que nous a apportée Paul-Henri dans l'équipe Frangeux, c'est que nous, on est très pointu et à cheval sur la filière de production, l'écologie, l'éco-conception, l'économie circulaire. Donc, quelque part, on est venu avec ce package-là et on l'a partagé à Paul-Henri. Et Paul-Henri, lui, il est arrivé avec sa vision du haut niveau, qu'on n'avait pas du tout connaissance. Par exemple, l'ambition qui m'a frappé dès le début avec Paul-Henri, c'est que le bien-aller du vêtement, c'est pas de l'à peu près, c'est millimétrique. Quand vous êtes sportif de haut niveau, si vous avez une partie d'un vêtement qui vous démange ou qui vous dérange, ça vous sort de votre concentration et du coup, ça vous fait moins bien, moins être performant. Ça, moi, j'en avais pas du tout conscience par rapport à ma pratique sportive qui est très amateur. Et donc, en fait, c'est de pousser les curseurs du produit et de la filière en même temps. C'est ça qui nous a pris du temps. Mais c'est ça qui fait que on est très fiers de nos produits aujourd'hui, qu'on pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais on est aujourd'hui la seule marque à proposer des vêtements recyclés, recyclables, consignés dans le sport. On a démarré en financement participatif au printemps. On va démarrer la rencontre de plein de magasins avec Théo qui a rejoint l'équipe. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Le potentiel est immense. Nous, on n'a pas d'autre objectif que de prendre notre part et puis on verra la place qu'on prendra. Mais en tout cas, comme à chaque fois, rencontrer les gens, les savoir-faire, tester, innover, c'est tellement riche qu'en fait, quelle que soit la dose du part de marché de Frangeux, c'est dans tous les cas une aventure super passionnante, quoi. Et être en prise directe avec le marché, les utilisateurs, capitaliser de la connaissance, voilà, ça c'est... c'est clé, ouais. Oui, de voir aussi qui est derrière les produits. C'est vrai que moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à aller dans l'usine qui nous confectionne les produits, de rencontrer les couturières qui confectionnent et qui font les finitions, justement. Parfois, je suis un peu... je vais un petit peu trop loin et j'ai un côté un peu extrémiste dans les finitions et je les embête un petit peu, mais de les voir effectivement derrière, de savoir qui est derrière ces finitions, je pense que c'est valorisant pour la marque et aussi et pour l'usine, pour elle, et je trouve que cette proximité est vraiment, vraiment importante. Il y a un autre truc, si je peux me permettre, qui est super important, c'est qu'en fait, quand on recrée un projet comme ça, on ne sait pas du tout à quoi on va arriver. Et en fait, ce n'est pas l'important. Parce qu'en fait, si on fait ça pour changer le monde, les défis climatiques sont tellement vertigineux qu'il y a 99% des chances qu'on soit déçu du résultat. Et en fait, il ne faut pas le faire pour y arriver. Il faut le faire parce que c'est trop cool, en fait. Quand vous avez une vie professionnelle qui vous permet de rencontrer des gens motivés qui cherchent des solutions à l'échelle de leurs enjeux, quelle que soit l'éthique ou la démarche de leur boîte, vous partagez le chemin qui nous amène au mur où on ne sait pas, mais peu importe, vous partagez le chemin avec des gens qui sont porteurs de solutions. Le même chemin jusqu'au mur,
avec des gens qui ignorent le projet, qui le boudent ou qui le fuient, bah, ça fait le chemin beaucoup moins intéressant. Donc en fait, comme on a une part de responsabilité toute petite dans la marche du monde, et que du coup, bah, si on échappe au mur, ce sera collectif, mais notre part aura été modeste, bah, le simple fait de savourer le chemin, d'essayer des choses, quel que soit l'impact finalement, ça fait se lever le matin avec beaucoup d'énergie, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de la difficulté de sourcer les boutons de jean et comment tu as pu y répondre? Je soupçonne que ta question m'incite à Oui. parler de la CCI. In fine, pourquoi pas, mais il y a une société qui est présente dans la salle avec son directeur technique Pierre Marron. Ah, trop bien. Je pensais surtout à ça. Ok. Là, je faisais la... Oui, C'est possible alors, aussi. promis, je vais parler de la CCI, mais je vais être un peu chauvin, celle de la Drôme. C'est une CCI. En fait, quand on a démarré l'aventure, on voulait relocaliser la fabrication de jeans de A à Z. Le tissu, on a réussi en faisant appel à des tisseurs français. Après pas mal de R&D, l'an dernier, on a sorti même un jean 100% coton français, moitié composé de coton cultivé en France et moitié composé de coton recyclé en France. Et on butait sur la fabrication des boutons. C'était très frustrant pour nous parce que nos boutons étaient fabriqués sur des machines grenobloises de la société Arémont, qui avait délocalisé il y a 20 ans à peu près ces machines en Italie. C'était pas loin, mais on aurait bien aimé que ce soit vraiment local. Et donc je partageais ma frustration avec Franck, ici présent, qui bosse à la CCI de la Drôme, et qui nous a dit « mais tes boutons là, ça ressemble à des petits champignons, on dirait un petit peu les clous de pneus cloutés que fabrique la société UGIgrip en Nord-Drôme ». Et en effet, les pneus de pneus cloutés, c'est des petits cylindres qui sont, alors je ne vais pas le dire avec les bons mots certainement, mais qui sont frappés, martelés pour changer de position et de forme. Et donc, et c'était pas la technologie habituelle des boutons, parce qu'en fait, un bouton, normalement, c'est de l'emboutissage. Donc on part d'une plaque de métal qu'on vient couper, tordre, et ça fait un bouton de jean. Et ça, on avait perdu l'outil en France pour le faire sur des boutons. Et donc, quand Franck nous parle d'UGIgrip, on est allé voir UGIgrip. Et du coup, ils nous ont accueillis de manière très ouverte, alors même qu'on représente un potentiel économique minuscule. Sur une roue, vous avez des centaines de clous. Sur un jean, vous avez un bouton dans le pire des cas, 5 dans le meilleur des cas si c'est une braguette à boutons. Et donc, du coup, le potentiel de volume était très faible. Mais on a travaillé les outils pour que leur chaîne de production puisse fabriquer des boutons de jean. On a réussi il y a 1 an à peu près. Donc, on a lancé nos premiers protos et notre première prod l'an dernier, avec des jeans 100% français, grâce à la CCI de la Drôme et grâce à une boîte qui a un savoir-faire extrêmement loin de nous. Mais justement, si on arrive à générer ces interconnexions, et en fait, c'est comme ça qu'on crée des innovations qui ne compenseraient pas chacun dans nos domaines. Jamais de la vie, je pense, un fabricant de pneus cloutés, ce serait aller voir un fabricant de jeans, et vice-versa. Et donc, le mélange, et donc des journées comme celle-ci, c'est la clé des innovations. Parce qu'en fait, tant qu'on reste tout seul dans notre tête, on ne dépasse pas ce qu'on sait déjà. Donc en fait, on n'avance pas en termes d'innovation. Et puis pour faire un clin d'œil avec la journée, c'est vraiment ça le principe, c'est de se dire il y a des gens à côté de chez nous qui ont des compétences, des savoir-faire, on peut être créatif, on peut imaginer des choses, et c'est aussi comme ça qu'on innove et qu'on développe des entreprises. Alors toujours Thomas, avec 3 autres industriels, tu as écrit un ouvrage, et c'est génial je trouve, si tu peux nous en parler, qui s'appelle La Permin Industrie. Voilà, si tu peux nous faire le pitch, en quoi ça consiste, et puis on essaiera d'illustrer un petit peu ça. Alors, donc la perma-industrie, c'est parti d'une frustration. C'est qu'en fait, on a mis 40 ans à convenir que le réchauffement climatique était d'origine humaine, parce que c'était pas proche de nous, donc en fait, on entendait les scientifiques, mais on les écoutait pas. Mais maintenant, ça y est, on est tous polarisés par le constat. Sauf qu'on n'est pas encore polarisé par la solution. Si on suit l'histoire un peu contemporaine, on a toujours été drivé par des visions communes. À un moment donné, le communisme défendait le commun, puis le socialisme défendait le social, puis le capitalisme défendait le capital, et puis là, il n'y a pas le isme pour demain. Et donc, on est tous OK sur le constat, mais pour ce qui est de la solution, on ne sait pas quoi faire en fait. C'est vertigineux tellement il faut le faire et il y a urgence.
Mais il n'y a pas urgence à faire n'importe quoi, il y a urgence à s'organiser. Et donc nous, dans notre filière, on a eu le besoin de définir notre propre cap à nous. Et on a commencé par se dire que tous ces mots qui expriment le fait qu'il faut changer le monde, ils étaient un peu flous pour nous. Soit c'est des mots relatifs, l'altermondialisme, bon, bah, c'est autre chose que le mondialisme, mais on ne sait pas ce que c'est. L'anticapitalisme, c'est pas du capitalisme, mais on ne sait pas toujours ce que c'est l'inverse. Après, vous avez des mots un peu flous, par exemple la transition. Ok, mais du coup, on transite vers où on ne sait pas. Et le mot que j'aime le moins, c'est le mot impact. Parce que tous les jours à la télé, on nous dit c'est bien les entreprises à impact. Et puis tous les jours à la télé, il y a Carglass qui dit attention, les impacts, c'est pas bon pour votre pare-brise. Et donc, en fait, ça montre qu'on est quelque part immature du chemin qu'on a besoin de prendre pour demain. Et donc, avec des confrères industriels, on a commencé par se dire, bon, c'est quoi notre monde? Tout le monde dit que c'est une économie, mais nous, si on se met dans un nuage et qu'on regarde le monde, on ne voit pas une administration de chiffres. On ne voit pas des 1 et des 0 se balader dans la nature. On voit des flux d'animaux, de véhicules, de bateaux, d'êtres humains. Exactement comme quand on se met au plafond de notre usine. Donc on s'est dit, en fait, ça nous parle plus de se dire que notre monde est industriel, au sens créer et produire ensemble. L'artisanat, c'est faire les choses seul. L'industrie, c'est faire des choses ensemble. C'est l'équipe. Et ça vaut pour fabriquer des tables, des chaises, des verres, des jeans, etc. Mais ça vaut aussi pour les services. Par exemple, on parle de l'industrie de la finance, ou ça vaut pour la culture. On parle de l'industrie de la musique. Donc on s'est dit, pour nous, notre monde, si on veut bien le penser, il faut bien qu'on le nomme. Et donc pour nous, on est dans un monde industriel, au beau sens du terme, créer et produire ensemble. Et donc à partir de ce moment-là, on a cherché quelles étaient les industries les plus éloquentes, systémiques autour de nous. Donc on a fait plein de recherches avec 2 thésards sur les industries humaines, puisqu'on est parti de là. Et en fait, à chaque fois, il y avait des externalités négatives dans les industries qu'on étudiait. Même lorsqu'il s'agissait d'éco-conception, d'agriculture, etc., il y avait toujours un trou dans la raquette. Ah, pas fait exprès. Et donc, à force de chercher et de ne pas trouver parmi nos industries humaines celles qui étaient vraiment remarquables, on s'est dit, mais en fait, l'industrie la plus éloquente, elle est autour de nous, c'est le vivant, c'est la nature, si on considère que son produit à elle, c'est la vie. Parce qu'en effet, la nature, qu'on soit sous terre, sur terre, dans les airs, qu'il fasse très chaud, très froid, que le climat soit stable ou change, quelles que soient les conditions, la nature, elle crée son produit de manière intarissable, la vie. Et à partir de là, en fait, on a capté que finalement, le meilleur modèle industriel, c'était la nature, qui n'a aucune externalité négative. Ça ne veut pas dire qu'elle est juste, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas violente, ça ne veut pas dire plein de choses, mais elle fait tout pour durer. Et donc, on en a tiré des enseignements, des grands principes qu'on copie sur la nature. Donc, par exemple, la nature, elle crée, elle produit inlassablement. Elle est très entrepreneuriale, la nature. Mais elle fait quelque chose que les entrepreneurs font trop peu, elle se limite. Nous, on en veut toujours plus. Alors qu'on dit à nos enfants, mange pas trop de bonbons, tu vas avoir mal au ventre. Nous, si les euros, c'était des bonbons, on pourrait plus en passer d'en manger. Et en fait, la nature, elle s'autorégule. Il n'y a rien de monolithique dans la nature qui dure. Quand quelque chose a le monopole, ça finit par s'éteindre. Donc en fait, ça permet de relativiser, de mettre à profit sa capacité créative et productive dans des choses qu'on autorégule. La nature, ensuite, elle part toujours du terrain. Elle fait avec les éléments et elle s'interconnecte énormément. Et là, ça fait écho à cette journée. L'interconnexion, c'est générateur d'énormément de créativité et de richesse. Et enfin, les 2 derniers principes qu'on a identifiés, et c'est toujours en science ouverte, c'est-à-dire que c'est vraiment ouvert à la réflexion. La nature aussi, elle est circulaire, il n'y a pas de déchets, et elle cultive la diversité. Si vous êtes une tomate, et en fait, vous aurez plein de cousins d'espèces de tomates qui poussent dans différentes conditions, ce qui fait que la tomate est immortelle, tellement elle est capable de pousser dans différentes conditions partout sur Terre. S'il y avait une seule variété pour tout le monde, eh bien le même parasite pourrait la tuer. Et donc tout ça, ça a créé en nous un modèle auquel on croit profondément, qui est que la nature est la meilleure des sources d'inspiration, que ce n'est pas nommé dans le monde économique. Donc entre nous, on a appelé ça la perma-industrie, et on l'a partagé dans un bouquin, en effet, qui s'appelle La perma-industrie,
avec un industriel du coin qui s'appelle Eric Boel, des tissages de Charlieu à Rouen, et puis deux thésards qui bossaient avant chez Nestlé et chez Auchan, et qui mettent à profit notre diversité de parcours professionnels avec plein de boîtes qu'on a visitées et interrogées pour s'apercevoir qu'en fait, la perma-industrie, elle est partout. Tout le monde fait, sans le savoir, une part de la perma-industrie. Là, nous, on a juste eu besoin d'en faire le tableau complet, non pas pour se dire tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est tout pourri, on met à la poubelle, mais juste pour se dire, ben voilà, maintenant que j'ai les lunettes de la perma-industrie, le prochain choix que je le fais avec ces 6 critères-là. Je ne vais pas tout avoir tout de suite, mais dès le prochain choix, petit ou grand, je dois acheter des jeans pour mes équipes ou je dois changer de plan stratégique, eh bien, hop, je prends ces 6 critères et j'essaie de progresser sur ceux-ci. Voilà. Et donc, voilà, j'ai tout dit. C'est génial, c'est génial. C'est dommage, tu n'as pas pris les livres pour venir ici. Ah bah, c'est là où je suis pas très bon. Il a tout vendu. Il a tout vendu, c'est que ça marche trop bien en fait. Non, même pas. Mais... Non, juste pour s'arrêter, parce que je vous invite tous à vous plonger dans cette approche théorique. On va juste rappeler les 6 principes et essayer de réfléchir à ce que ça veut dire dans votre activité. Créer, produire, s'interconnecter, s'adapter au terrain, être circulaire, cultiver la diversité de la chaîne de valeur et se limiter, être sobre. Je pense que ça se transpose à toutes les activités et raisonner sur ce prisme théorique, moi, me paraît hyper intéressant. On va revenir à toi, Paul-Henri. Est-ce que tu peux nous commenter, et ça concerne votre activité à la fois sur 1083 et à la fois sur Franjeu, la vision de la fast fashion, où on en est, qu'est-ce qu'il faut en comprendre et où on va demain? Alors, je pense que Thomas il sera plus apte à parler vraiment de la fast fashion, mais de rentrer dans les détails. Mais en fait, ce qu'on essaye, nous, de contrer avec Franjeu, effectivement, c'est d'aller contre ce phénomène de surconsommation, voilà, d'acheter moins, mais mieux. C'est pour ça aussi, voilà, quand on produit aujourd'hui un produit Franjeu, on pense aussi, on produit aussi un déchet, donc on pense au produit en fin de vie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis ce système de consigne en place. On peut nous renvoyer le produit en fin de vie et nous, on s'occupe de son recyclage. On en pour parler avec des startups justement qui font des essais actuellement pour essayer de séparer les fils, donc soit recréer du fil et ensuite recréer un vêtement. Voilà, on est vraiment à l'opposé que ce que propose aujourd'hui la fast fashion, parce que voilà, il y a un côté marketing qui est vraiment qui est très pesant et qui est constamment présent dans notre quotidien. On reçoit un nombre de mails aujourd'hui incalculable sur des marques de la fast fashion, justement, avec toutes les nouveautés qu'ils peuvent produire toutes les semaines. Nous, voilà, on est vraiment à l'encontre de ça, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu proposer des produits qui sont polyvalents, qu'on puisse mettre oui, pour aller courir, ou pour aller jouer au tennis, pour faire du yoga. Voilà, ce qui est aussi un peu le contraire de la fast fashion, qui a souvent un produit pour chaque discipline. Voilà, on sait qu'il y a un côté marketing qui est vraiment très imprégné de ce côté-là dans ces marques. Donc voilà, ouais, nous c'est. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la fast fashion. Non, mais c'est vraiment un leurre, en fait, la fast fashion. On croit qu'ils nous font faire des économies, mais quand on voit les milliards d'euros qu'ils font chaque année, on s'aperçoit qu'en fait, ils nous font surconsommer plein de produits à bas coût. Donc, en fait, ils ne nous font pas faire d'économies, sinon ils ne feraient pas ces milliards d'euros de chiffre d'affaires. Par ailleurs, et ça c'est plus fondamental et grave, ils nous font remplacer le plaisir d'être, qui est le sens de la mode, qui je suis, par le plaisir d'avoir. Et en fait, tout à l'heure, je parlais de vin. Et moi, le vin me donne beaucoup d'espoir, même si j'aime pas trop ça, malgré les apparences, j'en parle beaucoup, mais j'aime pas trop ça. Mais en fait, c'est comme si on était tous des alcooliques de la mode. Vous avez le choix entre 20 bouteilles à 1 euro ou une bouteille à 20 euros, à part si vous êtes alcoolique, sinon vous choisissez la bouteille à 20 euros. Et ben dans la mode, aujourd'hui, et dans le sport, on est des alcooliques, on achète le moins cher pour acheter pour toujours plus. Et nous, notre défi, c'est de renouveler le goût du bon vin sur la mode, en fait. De renouveler le sens de produits de qualité. On parlait avec Evie tout à l'heure des baskets qu'ils fabriquent à Romans.
bah oui, il y a un certain goût. Mais quand vous savez comment c'est fait, la qualité que c'est, la créativité qu'il y a derrière, bah en fait, ça rend fade en fait, la consommation quantitative. Et donc notre défi pour Frangeux, c'est de faire la même chose dans le sport, c'est-à-dire avec des prix acceptables. Hein, le t-shirt, il doit être à 65 €. Donc on est 59, pardon. On est compétitif des vêtements techniques, avec beaucoup plus de valeur, avec une consigne intégrée. Mais le produit, il est beau, il est performant, on se sent bien dedans, pour que petit à petit, on trouve plus de sens à acheter un produit de qualité qui dure dans le temps que plein de petits produits dont le seul plaisir, en fait, on l'a au moment d'acheter, parce qu'en effet, acheter, c'est satisfaisant. Et nous, il faut qu'on remplisse l'utilisateur, le consommateur, de plus de plaisir que celui qu'on a nécessairement au moment de l'achat. Sauf que quand on achète une fois un t-shirt Frangeux, pour la même somme que 3 t-shirts bas de gamme, et ben du coup, il y a 3 kiffs du côté du t-shirt bas de gamme et un seul du côté de Frangeux. Sauf si, de la création à l'utilisation, Frangeux donne plus de sens, de plaisir au consommateur que le produit pas cher. Et puis, la notion de temps, pour paraphraser Michel Audiard, la qualité reste, le prix s'oublie. Hein, ça marche. On va essayer de tenir un peu le timing. Paul-Henri, est-ce que tu peux nous donner ton regard maintenant avec ta nouvelle casquette d'entrepreneur? Quel parallèle tu peux établir avec ton expérience de sportif de haut niveau? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles et ça m'a bien aidé au démarrage de Frangeux. Je pense qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et beaucoup de remise en question. Voilà, c'est vrai que dans le sport de niveau, c'est souvent une remise en question permanente. Nous, dans le tennis, on a des tournois toutes les semaines, voilà, donc on perd toutes les semaines, donc il faut se remettre en question, essayer justement de retravailler, de travailler ce qui n'a pas été le jour J pour que ça soit mieux la semaine d'après. Et c'est un petit peu pareil. Voilà, quand on a démarré, il y a aussi chaque fois plein d'aléas aussi au début. On a dû faire déjà des arbitrages sur les coloris. On a eu un petit bug sur le site internet en début de semaine. Donc voilà, tout ça, ça demande effectivement de la patience. Et je pense vraiment que ouais, c'est un petit peu le maître mot. Ne pas paniquer aussi quand ça va un petit peu moins bien, quand il y a des périodes un petit peu plus difficiles. Je pense que quand on sait où on va, si on sait pourquoi on le fait, voilà, on arrive à passer au-delà de tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Et une fois qu'on a un produit final, ou qu'on lance, ou qu'on commence une collaboration, ou qu'on vend les premiers produits, il y a une réelle satisfaction aussi qui est là, parce que on connaît tout le chemin parcouru. Et souvent, on pense au résultat final, mais finalement, le plus important, c'est le chemin parcouru. C'est beau. Avant de se séparer, peut-être parler un petit peu des Jeux Olympiques, c'est d'actualité quand même. Ça arrive bientôt. Hein, il me semble qu'il y a une prochaine échéance. Ça représente quoi pour l'équipe de France de tennis, les Jeux Olympiques? Alors c'est vrai que c'est pas forcément un sport phare aux Jeux Olympiques, mais ça a pris quand même de plus en plus d'importance parce que cet événement a lieu tous les 4 ans. Comme j'ai pu le dire, dans le tennis, on a des tournois toutes les semaines. Donc chaque fois, les joueurs ont la possibilité de se rattraper, ce qui n'est pas le cas pour les Jeux Olympiques. C'est aujourd'hui un défi, un objectif pour tous les plus grands joueurs. Je ne sais pas si vous avez suivi Roland Garros, il n'y a pas longtemps, Alcaraz avait gagné, qui a dit que son objectif premier en 2024, c'est de pouvoir gagner les Jeux Olympiques. Voilà, ça va être un événement aussi assez incroyable de pouvoir vivre ça à la maison. Alors spécifiquement dans le tennis, c'est encore autre chose parce que ça va avoir lieu à Roland Garros. Voilà, c'est un endroit un petit peu historique pour les joueurs et de voir le site se transformer aux couleurs des Jeux, ça va être quelque chose d'assez incroyable. Voilà, j'espère que ça va transcender déjà tous les athlètes français, nos joueurs et nos joueuses de tennis, et pourquoi pas aller créer une surprise, aller chercher une médaille. Voilà, même si, bien évidemment, on dit toujours que le plus important, c'est de participer. Et c'est déjà une chance inouïe pour tous les athlètes de pouvoir vivre les Jeux à la maison, à Paris. Voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable. Bon, en tout cas, on souhaite plein succès à l'équipe de France, à Paul-Henri, à Thomas dans leur aventure entrepreneuriale. Un grand merci pour vos témoignages, je pense, qui contribuent à nourrir nos réflexions
du point de vue entrepreneurial, industriel, etc. Je pense qu'on peut vous applaudir tous les deux bien fort.